Avec Nathan, Bastien, du coup Enzo, ça fait beaucoup de défenseurs centraux, ça fait beaucoup. Oui, bah oui, oui, c'est sûr que c'est un peu dans la même zone ou dans les mêmes postes, donc c'est évidemment une contrainte. Après, c'est de trouver la meilleure solution pour combler ça et puis malgré tout réussir à trouver une solidité, une efficacité défensive. Sur le match, est-ce que ça représente le Final Four? Vous sentez voilà, le tour précédent contre Copenhague, c'était des émotions intenses pour les joueurs aussi, qui sont des jeunes joueurs. Ça représente quoi voilà, pour cette équipe, pour ces jeunes ce rendez-vous? Ah, c'est d'abord une fête, c'est d'abord un plaisir, parce que je pense qu'il faut qu'on l'aborde comme ça, plus que de se mettre cet enjeu d'une qualification éventuelle en finale. C'est quelque part une récompense dans un premier temps. Donc tout ça, c'est aussi avec l'objectif de le jouer libéré et d'être bien concerné sur la qualité du match qu'on veut produire. Et puis cette finalité de créer encore un nouvel exploit, voilà, dans la suite et la continuité de ce qu'on a fait jusque-là. T'as vu Olympiakos, c'est quoi comme type d'équipe par rapport à ce que vous avez rencontré? Une équipe qui joue en blanc, en rouge. Non, ils jouent quoi? Ils jouent à 3 derrière, à 4, c'est quoi les divisions? Oui, plutôt avec une base à 3 et plutôt une base, on va dire, athlétique, très athlétique. Voilà, c'est une équipe qui nous ressemble un peu quelque part, de par son parcours, parce que c'est une équipe qui a quand même éliminé le Bayern, l'Inter de Milan, Lens, qui était quand même aussi une belle équipe. Donc c'est évidemment des résultats probants. Maintenant, pour autant, je pense on est un peu dans la même lignée. Équipe qu'on n'attend peut-être pas à ce niveau-là et qui réussit à passer les tours et à exister et à s'imposer pour aller jusque dans ce Final Four. Maintenant, voilà, équipe de caractère aussi, voilà, comme peuvent les équipes du Sud, il y a de la personnalité dans leur groupe. Et puis c'est un groupe qui est assez solidaire, voilà, ce qui fait leur réussite pour arriver jusque-là. Est-ce qu'il faut se préparer mentalement pour préparer les joueurs mentalement pour un Final Four comme celui-ci et peut-être pas trop s'emballer non plus à se croire trop beau peut-être dans le dernier carré? Bah, j'espère qu'il ne se voit pas trop beau parce qu'il se tromperait. Je crois qu'il se tromperait dans l'approche du match en tout cas. Oui, il est préparé mentalement, c'est sûr. Pas dans la dimension de la motivation, parce que celle-là, elle est naturelle, elle est là, c'est normal, elle est présente, mais plus dans la maîtrise de ce qu'on va vouloir faire dans le jeu, et que sur le plan mental, il y a des choses qu'il va falloir qu'on règle pour pouvoir être efficace. S'il y a des choses à régler d'un point de vue mental, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui ne va pas selon toi? Non, ou qu'est-ce qui ne peut pas aller à un moment donné, peut-être c'est peut-être de croire qu'on peut avoir la main sur le match et de libérer certaines zones du terrain qui pourraient se retourner contre nous. C'est une équipe qui a 3 bons attaquants, voilà, c'est clair, qui est leur danger principal. C'est vraiment 3 bons joueurs qui sont capables de mettre beaucoup de danger à l'approche des 18 mètres. Et oublier d'y penser, ou en tout cas oublier de l'anticiper pour verrouiller des pertes de balles éventuelles serait une erreur de notre part. Donc ça va être aussi ça la dimension mentale, c'est plutôt garder la lucidité et l'équilibre pour pouvoir gérer ces situations-là. Et pas s'emporter dans un match parce qu'on pense qu'on peut peut-être, nous, le débloquer et s'égarer un peu. En parlant de mental, comment tu as senti le groupe depuis la qualification contre Copenhague? Il y a cet événement-là forcément qui est dans toutes les têtes. Ils ont réussi à faire abstraction de ce contexte-là dans le quotidien. Difficile pour moi de le ressentir, puisque c'est en fait un peu réparti dans les différents groupes d'entraînement et de compétition. Donc ils se sont, après les matchs de Youth League, en fait, ils se remettent dans leur groupe de fonctionnement. Et donc il y a cette dissolution qui existe. Et très vite, ça repart dans les intérêts, les enjeux de toutes les équipes. Donc c'est un peu dissous. Et à chaque fois, c'est reprendre le groupe et recréer et relancer la dynamique pour ce match-là, en fait. Tu les as depuis lundi, là, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait depuis lundi? Comment ça s'est... En fait, on a repris ensemble hier, mais vraiment dans une reprise plus organisationnelle, là, des jours à venir, histoire de remettre le groupe ensemble, et puis de gérer dans un premier temps la récupération du match du week-end. Donc chacun avait évidemment des programmes un peu différents entre ceux qui ont joué tous les matchs, ceux qui avaient un peu moins joué. Donc on a adapté un petit peu cette journée, elle était un peu à la carte suivant les besoins. Et du coup, on est reparti ce matin dans un travail collectif.
une séance ce matin, c'est vidéo et puis sur le terrain, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu la trame, c'est la trame qu'on a à chaque fois sur ce type de préparation où on profite du temps qu'on a. Là, on en a un peu plus parce qu'on a le match que vendredi et on essaie de cibler à chaque fois une séance d'entraînement et avec une préparation vidéo qui correspond au travail qu'on met en place derrière. Et vous partez demain, c'est quoi le programme Ouais. des prochains jours Demain, c'est une journée un peu chargée. C'était un peu le but du jeu, c'était de partir demain pour avoir aussi la journée de jeudi sur place et un peu plus tranquille. Mais demain, oui, en effet, on a une journée assez chargée parce qu'on va faire un premier rendez-vous à 7h30 pour enchaîner tout de suite la vidéo à 8h moins le quart, entraînement 8h30, brunch à 10h, départ à 10h45. Donc l'enchaînement de la journée va être assez serré, mais on n'avait pas trop le choix par rapport à l'organisation du déplacement en fait. Parce qu'une fois que vous êtes là-bas, vous avez une autre séance le soir ou non, vous prenez possession et... Non, on va arriver assez tardivement dans l'après-midi. Quand je dis tardivement, on va arriver là-bas vers les coups de 15h. Donc c'était difficile de caler un repas. Il fallait qu'on cale un repas un peu plus tôt pour préparer le match à 14h. Donc en fait, les 2 jours qui vont suivre vont être animés de la même façon avec un repas, plutôt un brunch à 10h30, ce qui sera le cas sur le jour du match. Donc on essaye de caler un petit peu les horaires sur le jour de match. Ce contexte un peu particulier, forcément, c'est un événement. Ça te rappelle quoi, toi, dans ton parcours, soit de joueur, soit d'encadrement, une gambarde? Alors c'est un peu plus proche de moi aujourd'hui sur le parcours d'entraîneur. Le sujet du joueur, il est un peu plus loin. Mais en tout cas, oui, il y a ce type d'événements que j'ai pu connaître sur la Gambardella, notamment, que ce soit avec le club en 2009, où on a été jusqu'à la finale, et puis avec Laval aussi, où on a eu la possibilité d'aller jusqu'aux demi-finales. Et donc, c'est un peu le même type d'orientation, de préparation sur des situations de match de coupe. Et puis si on remonte à joueur, c'est un peu plus loin, mais c'était aussi l'aventure qu'on a vécue pour aller jusqu'en finale au Parc contre le PSG. Et voilà, il y a de la similitude dans tout ça. Tu as bien conscience qu'au niveau national, le fait de retrouver la formation nantaise au sommet, ça marque un peu les esprits. C'est quoi? C'est une fierté, c'est se dire, c'est bien qu'il y ait cette continuité, on est toujours là, quoi. Oui, dans un premier temps, c'est d'abord oui, aussi une fierté, puis pour le club, parce que ça met en avant aussi le bon travail qui a été fait depuis des années sur la formation. Pour la ville aussi, pour la région, enfin je dis ça met un peu aussi tout ça en avant et en valeur, et ça c'est une bonne chose. Et puis après, il y a la réalité de la compétition, avec l'ambition de gagner encore ce match-là, et puis aussi l'ambition de profiter de ce type d'événement pour les faire progresser encore un peu plus vite. Tu te sens, peut-être avec tes collègues de centre de formation, un peu comme des gardiens de la tradition? Gardien, je ne sais pas. En tout cas, inculqué et ancré de ce qu'on m'a appris, oui, ça c'est sûr. Maintenant, gardien, je suis pas spécialement gardien, je suis surtout formateur, et puis ce qui m'intéresse, c'est qu'ils avancent et qu'ils progressent et que quelque part je leur permette d'avancer dans leur projet de développement, c'est surtout ça. Il y a une constance sur les tours, enfin même depuis la saison passée, et on l'avait évoqué après le match de Copenhague, c'est la force collective de cette équipe-là. Enfin, est-ce que tu trouves qu'elle a évolué ou qu'elle s'est renforcée ou qu'elle a été consolidée au fil de la saison et même des matchs et en quoi ils ont gagné là-dessus Ouais, c'est logique. Bah oui, c'est logique puisque en fait chaque match a apporté quelque chose. Dans cette notion de confiance, ça a été un enrichissement à chaque fois. Et alors pas uniquement au niveau de la force collective, c'est évidemment que ça donne de la confiance et ça donne encore un peu plus d'envie, mais aussi sur la maîtrise des situations de jeu. Et c'était assez marrant parce qu'on a eu une situation ce week-end en championnat. Je ne vais pas le citer, mais il y a un joueur en fait qui s'est retrouvé juste à la fin. On revient dans un match un peu fou, on est mené 1-0 et on revient à la 86e, un partout, jusqu'à le gagner à la 94e. Et donc il restait 3 minutes d'arrêt de jeu. Et en fait, on a un garçon qui prend un léger contact et qui tombe et qui reste au sol. Et en fait, en échangeant avec lui après, il s'est aussi un peu servi de ce qu'on avait vécu dans nos matchs de Youth League, où on est tombé aussi des fois sur des gens qui avaient cette intelligence ou cette ruse-là pour pouvoir aussi gérer des temps de match. Et voilà, ça c'est un exemple très concret d'une situation. Mais oui, je pense que sincèrement, c'est évidemment à chaque fois un peu plus d'expérience de prise et d'apprentissage d'apporter. Et c'est cette force collective-là, c'est quoi? C'est les relations humaines entre eux au départ Oui, Parce que, comme tu dis, ils sont issus de 4 groupes d'entraînement différents, de
trois générations, dans 4 classes d'âge. Oui, tu peux avoir Ouais. jusqu'à Quatre. 4. Ouais. Donc pour forger un collectif, c'est pas évident au départ sur le papier. Oui, mais c'est aussi l'objectif qu'on a, c'est que ce soit des gens qui soient capables de s'adapter à travers les principes aussi et l'état d'esprit à n'importe quel type de génération, en fait. Et c'est ça l'idée. Et ça se retrouve. C'est qu'en fait, ils ont très vite des liens, à la fois dans le jeu et dans le fonctionnement, qui sont aussi des choses qui sont inculquées à tous les niveaux, à toutes les générations. Donc je dirais que pour moi, ça, c'était assez facile. Pour revenir sur le Final Four, c'est quoi l'écueil à éviter quand on arrive sur une compétition comme celle-ci qui est aussi une grande inconnue. Déjà, il n'y a qu'un club français qui arrive à ce niveau-là. Donc à la fois, pour eux, d'arriver à ce niveau-là. C'est sortir juste de cette image-là, en fait. Ouais. Parce qu'à l'arrivée, ça reste un match comme les autres, je dirais, quelque part, comme ceux qu'on a joués dès le premier tour contre Poznan. Donc c'est pas tenir compte du contexte et de la notion que ce soit la demi-finale, mais plutôt de la façon dont on peut faire ce match-là pour le gagner. C'est peut-être ça le piège. Le piège est là parce qu'il y a eu toutes les émotions, le parcours quand même en Oussig, il reste quelque chose d'exceptionnel, un peu de surnaturel comme on peut avoir parfois dans des matchs de foot. Quand on prend l'ambiance contre le Copenhague, c'était quelque chose. Alors oui, il y a eu ça, il y a eu l'ambiance, les ambiances, parce qu'en fait on a eu la chance de pouvoir en faire plusieurs à la Beaujoire et avec un public incroyable. Donc oui, ces émotions-là, elles étaient exceptionnelles. Puis les scénarios de match qui étaient assez renversants dans tous les sens, des fois en notre faveur, des fois contre nous, pour revenir au dernier moment. Donc c'était ces scénarios qui ont aussi rendu les émotions encore plus fortes. Voilà, je pense que ça aussi c'est quelque chose d'intéressant pour le match en lui-même, parce qu'il va y avoir certainement des temps dans le match qui seront plus ou moins en notre faveur et qu'il faudra, à l'image de ce qu'ils ont fait jusqu'ici, les maîtriser, et y compris, comme ça s'est présenté pas mal de fois, jusqu'à aller au tir au but et pas perdre la dimension de l'objectif qui est la gagne. Juste pour rebondir sur l'ambiance et le public qu'il y avait, qu'il n'y aura pas forcément pour ce match-là, qui était forcément porteuse. Là, le fait qu'il y aura moins de supporters, vous pensez de la prendre comment l'équipe pour aller quand même chercher cette victoire? Ouais, c'est un peu dommage, à toute sincérité. Ça aurait été bien de pouvoir avoir autant de supporters et autant de personnes à nous soutenir. Mais c'est comme ça, c'est la compétition, elle nous amène à Nyon pour la demi-finale, dans un contexte qui est complètement différent. Sur un terrain qui sera complètement différent en termes d'environnement, de public, d'ambiance. Il y aura certainement un peu de monde, mais c'est pas comparable. Et surtout que c'est pas comparable dans la mesure où c'était chez nous, avec des gens qui étaient pour nous et qui nous soutenaient complètement. Donc il y aura moins ça. Maintenant, c'est à nous de faire aussi en sorte qu'on sache bien faire ce qu'il faut pour être dans notre match. Avant Copenhague, je crois que tu les avais un peu bousculés parce qu'ils avaient du mal, je sais plus si Copenhague ou Séville, ils avaient du mal à se mettre dedans. C'était Séville. En fait, c'était Séville sur la première mi-temps où on était très crispés. Ouais. Et tu disais que le début de séance, quand tu les avais récupérés, je ne sais plus si c'est le dimanche ou lundi, ça avait été. Ils ne se sentaient pas concernés, donc peut-être que là, dans l'implication, ils n'étaient pas à la hauteur. Là, qu'est-ce que tu observes depuis lundi sur. Il y a évidemment, et je ne peux pas le masquer, c'est ce petit contre-coup de l'absence de Enzo, voire de Struda aussi, qui était partie prenante de tous les matchs de Youth League jusqu'ici. Donc c'est un petit décalage. L'idée, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la force collective du groupe, et que rapidement, il faut qu'on arrive à créer ce contexte-là, ou en tout cas cette unité-là, et que quelques joueurs, et notamment les plus anciens, soient capables de se positionner comme des leaders de groupe. C'est ça qu'il va falloir vite mettre en place. On sait que les marges pour accéder au très haut niveau chez les pros ne sont pas évidentes à chaque fois à franchir. Sans que tu nous donnes de noms, mais à ton avis, dans un groupe comme ça, il y a combien de joueurs qui potentiellement qu'on peut retrouver en Ligue 1 un jour? C'est tellement dur à dire, c'est très difficile. Il y en a, ça c'est sûr. Des potentiels, il y en a, sans aucun problème, autrement on ne serait pas là, à ce niveau-là, dans cette catégorie. Mais en fait, c'est toujours délicat pour un formateur de se positionner. C'est surtout leur faire comprendre ce qu'il reste à faire. En fait, c'est cette marge-là, ce gap qui reste à passer pour vraiment aborder une carrière pro et un fonctionnement sur une équipe pro, qui est le plus important. Alors qu'ils prennent conscience d'un potentiel, c'est une chose, mais c'est surtout qu'ils aient la conscience du développement qui reste à mettre en place.
Et en fait, ils sont à chaque fois sur des profils différents. Et donc l'intérêt, c'est de cibler justement où ils doivent accélérer ou en tout cas développer certains axes pour vraiment y arriver. Il y en a déjà qui ont fait le pas d'ailleurs, parce que Nathan... Mais c'est un bon exemple, enfin, c'est même un très bon exemple, parce que Nathan correspond aux valeurs et au fonctionnement et au travail et à l'ambition dans ce qu'il fait pour y arriver. Voilà. Et Nathan n'est pas plus talentueux que certains autres du groupe, voilà, clairement. Par contre, il a déjà une approche, un fonctionnement, une attitude d'un joueur pro. Donc évidemment, il a gagné un peu de temps. Maintenant, aux autres de prendre le même chemin, la même direction et la même façon de fonctionner pour se dire, bah, moi aussi, je suis capable de le faire. T'as regardé, sinon, t'as regardé la vidéo de Milan et Porto? Non, sincèrement, non. Non, alors j'ai demandé, parce que je ne travaille pas tout seul, hein, et j'ai demandé à Tristan, là, qui s'occupe de l'analyse vidéo, de commencer déjà à détailler un peu et à regarder d'un peu plus près déjà leur composition, leur fonctionnement, éventuellement leur système, et les profils de joueurs qui pourraient être à relever un peu. En ce qui me concerne, non, j'ai déjà pas mal de choses à mettre en place sur le premier. Et puis je pense que c'est logique que je reste concentré sur le match de la demi-finale. J'aurai un peu de temps pour me plonger si le bonheur nous souriait d'aller sur cette finale, et il sera temps de s'y pencher, mais pour l'instant... Tu disais qu'il y a une charnière centrale à recomposer. Est-ce que le match de Lorient, dimanche dernier, t'a donné un peu d'indication, ou a pu servir aussi de répétition, ou c'était sur des groupes différents et il y a des gens qui manquent, notamment en fait, 4 pour pas jouer? Ouais, ça c'est difficile, pour plein de raisons, parce que le groupe n'est pas le même, parce que l'adversaire n'est pas le même, et que moi je me devais de respecter aussi mon match de championnat, surtout qu'on a aussi une position où on doit continuer à avancer pour essayer de se qualifier sur les playoffs. Donc c'était pas possible en fait de s'animer et de réfléchir sur le match de l'Olympiakos. Et que le plus important, c'était de gérer ce match-là. À aucun moment, j'ai abordé le match de la demi-finale sur la préparation du match de Lorient. On était complètement concentré sur ce match-là qui était vraiment pas facile non plus. Donc non, après des enseignements, plus des vigilances, voilà, pour gérer certains joueurs, etc. Parce que c'est beaucoup, enfin, du coup, ça nous fait une saison vraiment très chargée, et qu'on sent bien qu'il y a aussi un peu de fatigue qui arrive, et c'est pas facile, pour notamment ceux qui enchaînent le plus, quoi. Une dernière question, t'entends combien de joueurs, et puis vous êtes combien à partir dans la délégation nantaise? Joueurs, on part à 20 joueurs de champ plus 3 gardiens. Enfin, là, aujourd'hui, on fonctionne comme ça, hein, 20 joueurs de champ plus 3 gardiens jusqu'à demain matin. Et en fait, demain matin, je dois sortir 2 joueurs pour partir à 18 plus 3. Donc au moins, les gardiens sont sûrs de partir en déplacement, ça va. Et puis, et après, je devrais encore enlever 2 joueurs pour faire un groupe de 16 plus 2 sur le... Que tu feras sur place, en fait. Oui, que je ferai jeudi. Et la délégation, alors là, moi, je m'en occupe pas, je sais pas. Je sais pas qui vient. C'est un vol par le président Non, on prend une ligne. Ouais, c'est une ligne directe qui met, je crois que c'est 1h10, je crois qu'on met pour aller à Genève. Donc, assez facile comme déplacement ce coup-ci. Ouais. On a connu bien pire. Ou bien plus long en tout cas. Merci à tous. Merci. De rien, merci à vous.